C'est avec un grand plaisir que je m'exprime devant une aussi large assemblée dans cette salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, très fortement marquée par l'histoire, en ce qu'elle fut le théâtre du procès de Philippe Pétain, thème de la conférence à laquelle nous allons assister. Je suis notamment très sensible à la présence de M. Julian Jackson, dont l'ouvrage publié cette année, Le procès Pétain, sous-titré Vichy face à ses juges, constitue le support de cette conférence à deux voix, puisque celle de notre collègue Jean-Paul Jean permettra d'éclairer le rôle de la justice dans cette période trouble. Soyez tous deux chaleureusement remerciés pour votre présence qui contribue à faire vivre le devoir de mémoire auquel l'institution judiciaire ne se dérobe pas pour mieux appréhender le passé, comprendre le présent et rester en alerte pour l'avenir. L'intérêt suscité par vos travaux se manifeste au travers du succès public remporté par votre ouvrage, mais aussi, et j'en suis sincèrement très heureuse, par l'engouement que cette conférence suscite. Et d'ailleurs, la présence d'un large public en est la preuve. Je me suis demandé les raisons pour lesquelles cette conférence suscitait un tel intérêt. Sans prétendre à l'exhaustivité, je dirais que l'évocation de ce procès renvoie à une page tragique de notre histoire qui a profondément marqué la société française, dont une très grande majorité s'est retrouvée dans une situation d'attentisme, trouvant ses racines dans la peur de l'occupant. C'est aussi un procès, et comme tous les grands procès historiques, je pense aussi à celui de Nuremberg, il continue de passionner l'opinion publique. Telle une catharsis, il donne à voir la représentation d'un drame effroyable généré par 4 années de tyrannie, imposée au monde par le régime nazi et ses complices, et interroge le rôle qui ont joué les autorités françaises du régime de Vichy et leurs chefs. C'est aussi le procès d'un homme qui, du chant d'honneur des victoires de la Grande Guerre, où son comportement héroïque avait galvanisé le pays tout entier, aura en 1940 et dans les années qui suivirent fait des choix le conduisant sur le chemin de la collaboration avec le régime nazi. Cette trajectoire conserve encore aujourd'hui sa part de mystère. C'est enfin un procès qui interroge le rôle de l'institution judiciaire et de ses acteurs dans cette période noire. Le corps judiciaire, avant 1946, composé exclusivement d'hommes qui appartenaient pour la plupart à une société traditionnelle et conservatrice, dont certains étaient des anciens combattants de 1914-1918, ont accueilli le chef de l'État français avec la fidélité due aux vainqueurs de Verdun. Ils ont appliqué des lois qualifiées aujourd'hui d'iniques. D'autres, sans être des réactionnaires convaincus, étaient satisfaits des concepts aussi simplistes qui caractérisaient la Révolution nationale. La magistrature n'était pas différente du comportement de nombreux Français. La vérité historique commande de dire que le serment de fidélité au maréchal fut prêté par l'ensemble des magistrats à l'audience solennelle de rentrée le 2 septembre 1941, à l'exception d'un seul d'entre eux, Paul Didier, juge à Paris. Mais nous devons surtout conserver dans nos mémoires cet extrait du journal officiel du 21 août 1946, indiquant que pendant la Seconde Guerre mondiale, 27 magistrats sont morts pour la France lors des premières batailles de 1940, 413 furent prisonniers de guerre, 14 sont morts en déportation et 4 ont été fusillés, dont René Parodi, le 15 août 1942, héros dont le souvenir accompagne les gens de justice lorsqu'ils passent devant la salle d'audience qui porte son nom. Nous devons surtout ne jamais renoncer à faire vivre l'esprit de résistance qui s'est traduit dans les actes quotidiens de la vie judiciaire grâce à des réseaux animés par des hommes de courage tels Maurice Roland, Albert Monguillan, Max Guibert et René Parodi, lesquels ont formé le Comité national judiciaire dont son journal clandestin intitulé « Le Palais libre » en était l'expression. La volonté de ces hommes a été de reconstruire l'édifice juridique qui, effondré en 1940, s'est réédifié dès la Libération grâce à un réflexe politique d'anticipation permettant dès le mois d'août 1944 de publier les nouveaux textes. Cela fut rendu possible
car des hommes et des femmes, en ne se résignant ni au chaos ni au désastre, ont montré leur courage et leur héroïsme. Des magistrats y ont pris leur part. Nous leur en sommes éternellement reconnaissants.